début d'année, donc vous avez eu une surprise entre Puna et Badnet. Donc, depuis le 10 août, donc la Fédé a complètement bloqué les créations de tournois sur Badnet tant que la déclaration Puna de la compétition n'était pas au statut autorisé. C'est-à-dire que maintenant, à partir du moment où vous n'avez pas il n'y a pas de salle ou pas de JA, vous ne pouvez pas ouvrir vos inscriptions sur Badnet. Donc il y a deux modes de création. Il y a le mode compétition autorisée via le numéro de dossier Puna. Donc où là, vous pouvez la créer une fois qu'elle est en dossier en compétition autorisée. Et il y a un autre mode de création de compétition qui est non homologué, où en fait, il n'y a pas d'export de résultats possible. Ça veut dire que par rapport à avant, on pouvait ouvrir la compétition sur Bannet avec les inscriptions avant que la compétition soit autorisée, voire même déclarée sur Bannet, sur Puna, pardon. Donc maintenant, ça, c'est plus possible. Donc le but de la Fédé, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'abus sur certaines régions. Donc il y a des bons, des mauvais élèves. Donc ils ont voulu donc frapper fort. Donc c'est tolérance zéro et il va falloir que vous soyez très vigilant là-dessus. Donc dès que vous avez un projet de compétition, il faut absolument que vous lanciez vos démarches, que ce soit autant la déclaration Puna pour gagner un maximum de temps sur les délais de proposition de date, etc. Sinon, vous pouvez vite perdre 3 semaines. Donc on sait que c'est compliqué aussi au niveau des salles pour les clubs, pour tout le monde. Donc si vos mairies traînent un peu, ça peut vous mettre en porte-à-faux fortement pour le bon déroulement et la bonne préparation de votre compétition. Donc au lieu d'avoir 3 mois, on va dire tranquille pour faire la communication et réunir vos inscrits, vous pouvez très bien vous retrouver à 3 semaines. Voilà, donc il faut faire attention à ça. J'ai pas plus d'informations que ça, mis à part tous les tests que j'ai fait avec les compétitions régionales. J'ai pas mal creusé. Normalement, la fédération est censée communiquer dans la première quinzaine d'octobre, mais aujourd'hui, c'est pas un souhait de leur part de communiquer là-dessus. Donc, je vous préviens, si jamais vous êtes coincé ou vous savez pas quoi faire ou comment faire, vous pouvez me contacter directement par téléphone et je vous réexpliquerai ou je vous donnerai, on va dire, le chemin, enfin la marche à suivre pour réussir votre déclaration dans les plus brefs délais. Voilà. Donc, Laura, ça c'est une bonne question. Donc, tous les tournois qui n'ont pas été créés sur Badnet avant le 1er septembre, cette réglementation-là rentre en vigueur, où il y aura impossibilité donc d'exporter les résultats. Donc, la deuxième méthode, c'est fait pour des tournois internes ou autres, mais aucune compétition homologuée. Au niveau de s'il y a des personnes de comité, faites bien attention pour le moment. Dans vos déclarations Puna, vous avez le circuit jeune qui fonctionne. Donc, si vous créez un CDJ en circuit jeune sur Puna, donc vous pouvez créer la compétition une fois qu'elle est autorisée sur Badnet. Par contre, sur les circuits vétérans, ça ne fonctionne pas encore, il y a un problème. Ok. Au même titre que les compétitions intergenres. Pour le moment, il y a un bug national où il est impossible d'exporter les résultats. Donc moi, j'essaierai de vous faire j'enverrai à tous les OT de la région d'ici fin du mois ou le plus vite possible suivant l'emploi du temps, ce que je viens de vous énoncer. Et n'hésitez pas à bien mettre en garde les clubs voisins, votre comité, etc. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, Guillaume, par exemple, Laura qui a son tournoi début octobre, je crois. Si elle a Euh, créé Badnet avant le 1er septembre, c'est la même méthode que la saison passée. Par contre, tous ouais, ceux qui n'ont pas créé leur compétition avant le 1er septembre, c'est la réglementation en vigueur, enfin c'est qui est appliquée. Donc, c'est-à-dire tant que la déclaration Puna n'est pas complète, la création sur Badnet est impossible. d'accord. Pour Et a faire simple. priori, enfin, tu me contrediras ou pas, Guillaume, mais a priori, si vous créez votre compétition sur le côté non homologué et que en parallèle vous faites votre démarche Puna, vous ne pourrez pas
passer de l'un à l'autre. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que si vous prenez les inscriptions côté tournoi non homologué, il faudra que vous refassiez toutes les saisies la main sur le côté homologué. Il n'y a pas de passage de l'un à l'autre. Hein. Et vous pourrez pas faire le déroulement de la compétition qui donnera accès à l'export. Mm. Voilà. Après, il y avait Olivier. Et du coup, Non, mais toutes les compètes déjà. c'était ma question, en fait, pardon, Jean-Philippe a répondu. D'accord, ok. Et donc ça s'applique compétition à tout niveau d'instance. Ah, sympa, ouais. Ok, merci. Voilà. Donc faites attention, prenez bien de l'avance au maximum et anticipez. Parce que de toute façon, il n'y aura pas d'autres options pour le moment. Bon, excuse-moi, souvent les clubs, ils connaissent les dates longtemps à l'avance, la plupart, hein, pas tout le temps, parce qu'il y a des mairies tatillons qui donnent rien pour 2026 pour l'instant, mais c'est surtout effectivement aux instances CODEP, Ligue, où on ne connaît pas les lieux, où on peut être un peu embêté, quoi. C'est ça. Donc voilà. Si jamais donc vous avez des questions, enfin, des cas particuliers, vous pouvez me joindre par mail ou téléphone, hein, sans problème. Et puis on essaiera de trouver une solution au mieux pour vous. Voilà, Sophie. Merci. Merci à toi, Guillaume. Alors, je poursuis. Les points positifs de la saison dernière. Donc, on a une hausse du nombre des tournois et aussi des officiels techniques formés, ce qui quand même est à mettre en parallèle quand même, c'est pas une hausse pure, on va dire, vu le nombre d'augmentation des compétitions et des licenciés. En fait, on remarque au niveau national, j'étais au séminaire de l'ACFOT, qu'en fait, numériquement, il y a plus d'officiels techniques, mais il y en a moins par rapport au nombre de licenciés compétiteurs, en fait. Donc, il y a toujours entre guillemets, un souci d'officiels techniques pour qu'ils soient actifs, pour les valoriser. Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, au niveau de la Ligue, on est plutôt content. Nos formations, on trouve, fonctionnent plutôt bien. Donc là-dessus, on est content. Après, là où on n'a pas assez de recul, je trouve, il faudra trouver un outil pour le faire, c'est de voir l'activité, une fois formée, surtout des géos, qui est le plus compliqué à suivre. Le JA, les arbitres, on peut les suivre avec Puna, mais les géos actifs, enfin, on a du mal à suivre leur activité pure. Donc voilà. Cette année, on avait décidé d'utiliser des championnats Bourgogne-Franche-Comté comme support des formations et examens arbitres, et aussi juge-arbitre pour les jeunes. Il y a une juge-arbitre qui a été certifiée et validée à cette occasion. Donc c'est plutôt positif, ça donne l'occasion d'être sur un gros tournoi, d'être voilà, dans des bonnes conditions de formation pour les arbitres, avec des chaises un peu partout. Voilà, c'est faire des examens et des formations dans des très bonnes conditions d'exercice. Donc ça, c'est plutôt... On souhaite reconduire parce qu'on trouvait ça positif. Après, si un club souhaite participer à une formation, dire oh, on voudrait organiser l'année prochaine une formation arbitre, puis si on s'en donne les moyens, pourquoi pas. Mais c'est à discuter, voilà. Comme par exemple Fontaine va faire l'ALC cette année, une formation d'arbitre ligue certifiée, ça demande moins de moyens parce que moins de candidats. Au niveau
des compétitions en général, il y a eu un bon déroulement global, hein, aussi bien en termes réglementaires que sportifs, et plutôt bonne convivialité. Il n'y a pas eu de remontée, de gros soucis qui nous sont remontés, donc c'est plutôt positif. Les nouveaux OT qui ont été formés, dont notamment des JA et des arbitres aussi, sont déjà à la tâche, sont déjà en fin d'année officiers, donc sont motivés, tout ça, c'est très bien. Et puis aussi, la plupart des tournois ont bien respecté les points essentiels du RGC, donc comme les 8 matchs par jour par joueur, celle-là, elle reste, ça reste quand même. Une seule date pour tous les joueurs de prise en compte pour le CPPH. Alors maintenant, on parlera de cotes. Hein. Maintenant, voilà, je vous expliquerai après. On va plutôt parler de cotes et plus trop de CPPH. Mais entre autres, voilà. Donc là-dessus, c'est plutôt positif. Au niveau de la clotte, on a remarqué qu'il y a une bonne dynamique qui s'enclenche. Donc, pour une fois, faisons un peu de satisfecit. N'hésitez pas à faire vos commentaires, et Émeric ou Guillaume qui regarde, ou JP ou Gilles, vous pourrez m'interrompre s'il y a une question qui apparaît. Hein. On a noté quelques axes d'amélioration que l'on souhaite voir. On voudrait que aussi bien les JO que les JA tendent vers cette démarche. On a pu croiser quelques échéanciers peu réalistes. Donc on a eu quand même des tournois qui se terminaient très très tard, et limite, à la limite du samedi, quoi. Donc attention, en analysant les choses, on s'est dit, tiens, ils ont mis 32 minutes de rotation, enfin, c'est souvent manque de connaissance du tournoi éventuellement, ou des éventuels blocages qui peuvent arriver, un petit peu d'anticipation, ou un optimisme BA. Quand on a du N1, non, les matchs en 30 minutes, non, c'est compliqué. Voilà. Pareil, c'est un exemple extrême hein, que je donne, mais voilà. Attention à faire un échéancier de façon, voilà, d'anticiper les choses et de ne pas à chaque fois devoir finir à 22h50, quoi. La cohérence, et là, je sais que quelques organisateurs se sont vus retoquer leur règlement complémentaire parce qu'il n'y avait pas les mêmes choses entre le règlement complémentaire et la déclaration PUNA. Notamment le nom du JA. Oui, on a eu ça. On a eu les mauvaises dates de prise en compte du CPPH. Donc, on n'avait pas la même date entre le règlement et la déclaration PUNA. En fait, on a eu des copier-coller, et ça, on aimerait que les géos fassent extrêmement attention, et on vous donnera un outil facilitateur très vite, on va dire, on va vous l'expliquer, afin de vous faciliter la tâche à nous et à vous. On va essayer de vous proposer un modèle, un canevas de règlement complémentaire. Mais voilà, il faut faire attention, bien être cohérent entre la déclaration PUNA et le règlement, quoi. Attention, quand on fait des circuits surtout, c'est là où on voit beaucoup de copier-coller. Moi, on a eu des copier-coller d'un circuit adulte pour un circuit jeune, par exemple, ce genre de choses. C'est tout bête, mais notre rôle, c'est de ne pas pouvoir laisser passer ça, parce que on se retrouve on se retrouve après dans la mouise si quelqu'un regarde dans le règlement complémentaire et dit « mais non, il y a écrit ça dans le règlement complémentaire ». Voilà, et on ne pourra pas lui redonner tort. Donc c'est pour éviter de vous, en tant qu'organisateur, en tant que JA, vous mettre en porte-à-faux, en fait. Donc bien attention à être rigoureux sur ces dates-là. Et le nom du JA principal, nom du géo principal aussi est obligatoire. Donc voilà.
C'est ce que j'allais dire, Sophie, j'allais dire, on ne retoque jamais, nous, un RC ou quoi que ce soit par plaisir. C'est vraiment, pour vous éviter les ennuis derrière. Si jamais il y a un joueur qui se plaint ou quoi que ce soit, vous allez être dans la mouise très vite. Et c'est pas par plaisir qu'on gère des allers-retours en disant non, là, attends, là, c'est pas possible ou quoi que ce soit. C'est jamais par plaisir, hein. S'il y a des allers-retours, nous aussi, ça nous rajoute du boulot. Donc, on préférait le valider du premier coup, hein. L'autre petite chose qu'on a pu voir aussi, donc là, il y aura moins ce problème avec la nouvelle procédure BANnet, mais quand même, on s'est rendu compte dans certains cas que des tournois n'étaient pas autorisés au moment où ils arrivaient, en fait, où ils étaient, où ils se passaient. Donc attention, les géos, c'est pas parce que vous avez finalisé votre demande qu'il ne faut pas aller regarder sur Puna de temps en temps pour être sûr qu'elle est autorisée à un moment donné. Le JA, bien sûr, aussi, c'est bien en tant que JA d'aller regarder, bah, tiens, en fait, je suis dans 3 semaines, je suis JA et c'est toujours pas autorisé, comment ça se fait? Voilà, on l'a vu, c'est des exemples, hein, c'est tout bête. C'est par exemple aussi sur des circuits où on peut avoir ces oublis, par exemple, de revérifier. Et, voilà, donc bien vérifier où en est votre tournoi sur Puna. Donc, Il y aura plus de fatalement, problème maintenant. Voilà, hein? Il y aura plus de problème, Sophie. Il y Non. aura plus de problème là maintenant puisque les tournois ne peuvent pas faire de saisie dans BANnet tant que c'est pas autorisé. Donc, oui, donc ça sera beaucoup plus vrai. simple. Et regardez quand même, voilà, assez vite. Voilà, il y a un intérêt pour que vous regardiez assez vite l'évolution, si elle est autorisée, pour pouvoir avancer dans BANnet après pour lancer les inscriptions, tout ça. Donc c'est vrai que là, ça va se poser moins, ou pas du tout maintenant. Alors, on a pu noter aussi des fois des manques de... Alors, je mets cohérence entre guillemets d'un officiel technique à l'autre sur les tournois. Ça peut être simplement, on va dire, le classique tenue des coachs. Ça peut être, tiens, on peut laisser des gens assis derrière les chaises de coach par terre, derrière le terrain, ou il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas l'accepter. Il y a plein de petites choses comme ça. J'accepte certaines choses et puis un autre GIA, il ne va pas accepter. Et sur certaines compétitions, voilà, plus la compétition va être importante en niveau, plus les exigences doivent être fermes, on va dire, et claires. Mais autant habituer tout le monde dès le départ. Parce que j'ai pu voir sur un tournoi, certes, normal, tout ça, un commentaire sur IBAT disant purée, le J, en gros, hein, je schématise, c'est un tournoi sympathique, qu'est-ce que le JA nous a fait suer avec les portables sur les chaises des coachs, et puis il a juste fait respecter le règlement, en fait. Donc voilà, si tout le monde, tous les JA, puis même les JO hein, peuvent demander aussi à certaines personnes, à certains comportements, tendent vers la même chose, vers les codes de conduite en gros, hein. Bah, ça aide tout le monde à la fin. Parce que moi, oui, on m'a déjà dit, oui, mais la semaine dernière, j'ai pas fait. Je dis, oui, mais cette année, c'est ce week-end-là, tu le fais, voilà. Et ça serait bien qu'il y ait à peu près les mêmes lignes directrices dans sur tous les tournois. Bien sûr, en utilisant le bon sens. Hein. Il fait 45 degrés dans le gymnase, on ne va pas leur demander d'être en jogging. Hein, on est bien d'accord. Mais voilà, si on peut avoir une certaine cohérence dans le comportement, que ça soit des arbitres ou tout le monde, quoi. Et je peux me permettre de rajouter une chose, surtout sur les tournois sur lesquels vous avez plusieurs JA. C'est-à-dire que soit un JA sur, c'est pas le même JA qui officie le dimanche et le samedi, ou avec des JA adjoints. Concertez-vous pour avoir la même conduite sur le même week-end. C'est très pénible pour un joueur que le samedi, ça soit autorisé ou que ça soit interdit et que le dimanche, c'est l'inverse, quoi. Essayez concertez-vous entre vous quand vous êtes plusieurs intervenants sur un tournoi parce que pour les joueurs, ça peut être pénible. Julien, je vais te le mettre au lit là quand même. Ah, qui c'est qui doit dormir? Allez, c'est l'heure de faire dodo.
Alors, oui, et surtout, notamment, par exemple, quand on est sur 2 salles, c'est pour les juges arbitres, mais même les géos, le géo d'une salle à l'autre, c'est très important de communiquer sur qui est là, qui est pas là, il y a un forfait, il y a un abandon. C'est important que le JA prenne, voilà, que tout le monde, d'une salle à l'autre, sache ce qui se passe dans l'autre salle. Comme ça, on peut réagir en fonction, avancer des matchs ou pas, etc. Ça, c'est plutôt moi qui ai pu le voir. J'explique. La communication JA, GO, Clotte quant au forfait sur le tournoi. J'explique pourquoi je mets ça. J'ai eu 20 à 25 demandes d'annulation de forfait volontaire parce que la personne a envoyé son mail. Alors, peut-être qu'il l'a envoyé à la Ligue, il s'est trompé, voilà. Disant, je l'ai envoyé, voilà la date, mon mail d'envoi, mais moi, j'ai jamais reçu le forfait. Ou peut-être que le JA l'a laissé en tant qu'à justifier dans Puna, alors qu'il aurait pu le mettre involontaire, vu qu'il y a le forfait. Quand on reçoit un tournoi, un justificatif avant ou pendant le tournoi, on ne cherche pas à justifier là. On met forfait involontaire et terminé. À justifier, le forfait à justifier, c'est quand on n'a aucune info, aucune demande, et si on juge que la demande, voilà, si c'est pas quelqu'un qui se blesse gravement sur le terrain devant nous, enfin voilà, on demande à ce que le forfait soit justifié. Donc les joueurs en question avaient fait leur job entre guillemets, ils m'ont à chaque fois donné des justificatifs et ben, ils ont réagi au bout de 12 jours quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient une sanction de 2 mois, quoi. Parce qu'ils pensaient avoir bien fait, et puis en fait, moi, la Clotte n'a pas reçu les documents explicatifs. Donc, attention, voilà. Moi, ça ne me gêne pas de le faire, mais bon, si je peux éviter, c'est pas mal aussi. J'avoue que je suis assez souple encore sur les compétitions jeunes. Je vais peut-être l'être un peu moins maintenant, surtout que c'est souvent des mêmes noms qui reviennent sur des forfaits. Mais voilà, moi, du moment que le JA me met forfait à justifier, j'attends la justification avant de changer la décision. Donc, faites repasser, merci de refaire passer le message à vos licenciés, les gens de votre club et d'autres clubs. Il y a pas mal de tournois, on pourra échanger aussi là-dessus. Et l'adresse, c'est clot@lbfcbad.fr, je crois. Au pire, si on envoie le mail à la Ligue, c'est Émilie qui le reçoit et qui me le transmet immédiatement. Moi, je vais 2-3 fois par semaine sur la boîte mail, donc je peux les annuler rapidement. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous dis entre 20 et 25 d'annulations. J'ai trouvé ça quand même beaucoup sur toute la saison. Et c'est la fourchette basse, hein, quand je dis 20-25. Alors, les rapports qu'on trouve parfois peu remplis. Je m'explique, parce que pour certains, l'importance du rapport n'est peut-être pas évidente. Qui les lit? Jean-Philippe et moi-même, entre autres, mais aussi vous, JA, quand vous allez aller dans une salle ou dans un tournoi que vous ne connaissez pas, vous pouvez nous demander à la Clotte les rapports précédents pour savoir comment était la salle, si vous ne connaissez pas, etc. Vous pouvez demander des rapports, entre autres. Moi, ne rien avoir sur les équipements salles, ça m'embête. Il n'y a même pas une serpillière, il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de filet, il y a quoi? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'exagère, mais voilà. Il y a quand même des choses qui me semblent importantes. Pensez, quand ça, je m'adresse plus aux JA, mais aussi aux GO, les GO2 qui auront éventuellement des rapports à faire. Pensez aussi à la personne qui va reprendre le relais et qui a besoin d'informations, éventuellement. Puis nous aussi, parce que c'est des cas d'homologation. Heureusement, ça n'arrive pas, mais imaginons qu'il y a un tournoi catastrophe où rien n'est prêt, tout est bancal, voilà, le géo est pas là, enfin, ce genre de choses.
eh ben, on peut très bien dire, ben, le tournoi-là, on ne l'homologue pas, et l'année prochaine, ce club ne fait pas de tournoi. Mais pour ça, il nous faut des infos. Et pensez également que, par exemple, quand un club candidate pour organiser une compétition, ligue ou département, ou comité, la ligue ou le comité peut très bien demander à voir un rapport du précédent ou tournoi ou compétition, ne serait-ce que pour avoir une idée sur la salle, s'il y a eu des problèmes de verrière, de choses comme ça. Souvent, l'instance va regarder et va essayer de voir, avant de confier l'organisation à un club, voir si au niveau des conditions de jeu, il n'y a pas de souci particulier. Donc, si dans le rapport, on a RAS, 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 on va être un peu gêné pour répondre. Et aussi, autre argument choc, les rapports, ça permet de communiquer avec votre mairie ou Comcom si vous avez besoin de retraçage. Le club de Salins, au bout de 3-4 années de rapport où je dis que les traçages ne sont pas réglementaires, à force, et ben maintenant, ils ont des traçages réglementaires. Donc, ne serait-ce que pour vous, en tant que géo, vis-à-vis de votre mairie, club, eh ben, c'est pas le rapport, c'est pas forcément des choses mauvaises qu'on dit sur les tournois ou autres. C'est aussi une aide, c'est des suggestions, etc. quoi. Et puis ça donne une idée du tournoi, comment ça s'est passé, de la qualité du tournoi. Voilà, c'est aussi important. Nous, ça se passe bien dans notre ligue, mais dans d'autres ligues, c'est un peu voilà la foire, un peu la foire quoi des tournois. Donc certains tournois dans certaines ligues ne sont pas homologués à cause de ça. Et voilà, on aimerait. Et en plus, on va avoir une petite exigence avec les JA de grade ligue certifiée aussi quand même. On attend un peu plus d'informations sur les salles, sur l'organisation, sur les suggestions aussi qu'on peut faire au club. Voilà, c'est pas, enfin, c'est toujours un peu pénible de remplir, hein, je suis d'accord, hein, j'en fais, je sais que des fois c'est, voilà, mais ça a vraiment une grande importance pour les clubs, pour savoir l'année prochaine comment faire mieux, pour les mairies, pour nous, savoir comment ça se passe. Et on peut, parce que j'ai déjà eu des tournois multisalles, enfin sur 2 salles, hein, nous on n'en a pas beaucoup plus, où j'ai eu les infos sur Puna, je n'ai eu les infos que sur une salle. Normalement, les 2 JA, si le JA principal ouvre son rapport sur Puna, le JA adjoint peut mettre les choses sur sa salle à lui, directement sur Puna aussi. Donc c'est plutôt bien ça. C'est plutôt intéressant comme info. Certaines choses seront les mêmes, donc on vous mettez d'accord entre les 2 JA pour dire moi je vais parler de ça et ça, puis chacun fait les choses sur sa table de marque, sa salle, les incidents qu'il a pu avoir dans sa salle, etc. Voilà. Donc toujours quelques bonnes pratiques. Alors, il n'y a aucun côté moral, mais voilà, quelques petits rappels basiques. C'est le géo qui propose un échéancier et les structures de tableau, pardon, en fonction du tournoi qu'il veut. Hein. Voilà. Le JA, il accepte ou pas. Par exemple, moi, je vais faire des poules de 3 à un sortant. On ne peut pas l'interdire en tant que JA. Par contre, vous pouvez dire, moi je cautionne pas, donc trouve quelqu'un d'autre. Le JA peut refuser. Mais le rôle du JA, surtout, c'est de vérifier qu'il soit réaliste. Comment on peut améliorer les choses? Voilà, c'est important de ne pas juste regarder, ouais, c'est bon, il sait faire, je ne regarde pas. Toujours regarder, vérifier. Rôle de conseil, comment améliorer et optimiser les choses et anticiper des éventuels blocages. Qu'une personne, voilà, on est 2 cerveaux, ça vaut toujours mieux qu'un seul, de toute façon. Et entre le géo et le JA, c'est des échanges, beaucoup d'échanges. Voilà, je te propose ça, attends, on peut faire comme ça, ou tiens, j'ai vu ça dans tel tirage au sort, faut modifier ça, ce genre de choses. Voilà, c'est plutôt quelque chose de, on va dire qu'il faut que ça soit un consensus.
sachez simplement que s'il y a, enfin, j'ose espérer que non, vous avez discuté depuis un moment sur le tournoi et que vous êtes d'accord sur la façon dont il va se dérouler, mais s'il y a un blocage complet, le juge-arbitre peut dire, bah non, je suis plus juge-arbitre, trouvez quelqu'un d'autre, et il refuse sa participation, même si ça a 15 jours du tournoi. Hein. Après, il faut que ça ait des bonnes raisons, il faut que ça soit, on va dire, quelque chose de valable. L'échéancier est tout pourri et vous proposez un autre échéancier qui va bien et que bah, le GO refuse, bah, on peut refuser. Après, c'est vous qui prenez, entre guillemets, le JA, il valide, donc il est tout aussi responsable que le GO. C'est pas... quand on est... Voilà, il faut accepter les erreurs qu'on n'a pas pu voir du GO, etc. en tant que JA. On prend tout. Je vais donner un exemple que j'ai constaté dans un rapport l'année passée. Un JA qui, dans son rapport, a démonté, mais démonté, hein, sincèrement, l'échéancier. Dans son rapport, hein, juste une chose, il l'a validé à un moment donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de démonter un truc qu'on a validé. C'est soit on n'est pas d'accord, et ben on dit, moi, il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre, soit on le valide et on assume. Mais je dirais le valider et ensuite le critiquer dans son rapport, c'est pas cohérent comme démarche. Et c'est là que je ne suis pas d'accord, essayons de voir une autre solution sur l'échéancier. Voilà, tout à fait. Géo et JA, pensez à vérifier, donc ça c'est des petits rappels, hein, de cote, hein, la date de prise en compte de la cote qui soit identique pour tout le monde, tous les joueurs normalement. Ça c'est quelque chose qu'on regarde en termes d'homologation de tournoi. La validité des modifications entre tirage au sort et envoi des convocations, donc on a, alors, il faut que le JA doit être d'accord dès que vous avez fait votre tirage au sort, même si vous n'avez pas encore envoyé les convocations. Le JA, il a validé une fois le tirage au sort, donc s'il y a un changement, il doit revalider ce tirage au sort. Ou ces modifications. Tiens, il y a un forfait de dernière minute, je remplace par bidule, par machin, est-ce que tu es d'accord? Si ça rentre dans le cadre du RGC et puis du plus 1000, maintenant ça sera le plus 1000 et pas x16, il n'y a pas de raison que le JA ne s'oppose. Mais voilà, il faut vraiment demander parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable quand on est JA de découvrir que, tiens, la dernière fois que j'ai regardé, c'était pas ça les poules. Ça nous est un peu tous arrivé, je crois, et ça ne nous fait pas forcément très plaisir, même si c'est totalement cohérent, etc. Donc, voilà, merci au Géo de bien demander le JA, vous trouvez la solution, et normalement, il n'y a pas de souci. Mais il faut que le JA soit au courant et d'accord avec ce changement. Les joueurs que vous verrez sanctionnés sont à retirer directement. J'ai vu qu'on avait 2 carences pour Interclub, donc, mais il n'y aura pas de problème pour qu'ils jouent en tournoi, ces 2 joueurs-là. Mais voilà, si vous voyez sanction sur Badnet, vous ne cherchez même pas. Hein. S'il y a écrit sanction, vous les retirez. Vous les prévenez éventuellement en tant que Géo, vous leur envoyez un petit mail par Badnet et vous lui dites, bah, écoute, tu es sanctionné, donc désinscris-toi, s'il te plaît. Et puis, bah, voilà, c'est ce que je disais, le JA, pour éviter des mauvaises surprises, n'hésitez pas à aller valider le tirage au sort dans l'historique des séries. Et petite remarque, si vous êtes plusieurs géos à travailler sur un tournoi, ce qui est possible quand c'est des gros tournois, n'utilisez pas le compte Badnet du club, mais utilisez le compte Badnet personnel. Comme ça, on sait qui a fait quoi quand on est JA. Tiens, j'ai Martin qui a fait ça, bah, je m'adresse à Martin pour savoir ce qu'il a fait ça. J'ai Maurice qui a fait ça, je m'adresse à Maurice. Parce que sinon, si vous êtes 3-4 géos à bosser dessus, à voir que modification a été faite par le club, au final, on ne sait même plus qui a fait quoi. Et ça peut s'avérer être problématique. Donc, ça serait, voilà,
personnellement, et voilà, c'est mieux d'avoir, s'il y a plusieurs géos surtout, quoi, qui ont la main sur les tableaux et les chantiers. Je ne sais pas si vous avez les JA si la Claude a d'autres choses à moi, je voudrais juste te dire, effectivement, comme ça, pour ceux qui sont JA, n'hésitez pas à utiliser l'historique dans Bannet pour dire, vous avez l'historique de votre tableau, hein, les joueurs ont été ajoutés, le tirage au sort a été fait, tout ça, vous validez le tableau, mettez dans l'historique, tableau validé par le JA. Et de telle sorte que vous aurez tout l'historique, y compris votre validation. Et ensuite, s'il y a des modifications qui ont été faites a posteriori, si vous avez donné votre accord, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas donné votre accord, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un échange avec le géo en disant, mais par contre, là, tu as modifié après ma validation, mais je ne suis pas au courant. Le fait d'ajouter un historique en validation du tableau vous permet ensuite de recréer un petit peu l'histoire si jamais il y a eu des modifs suite à un WO ou quoi que ce soit. Parce que des fois, on peut se retrouver avec des joueurs qui annulent ils jouent avec un autre partenaire ou ils annulent en simple, ils jouent en double. Enfin voilà, on peut se perdre un peu dans les inscriptions. Puis après, le joueur se plaint parce que je suis pas inscrit. Pourquoi? Voilà. Alors, quand on a des forfaits, là, j'insiste lourdement. Tant que vous n'avez pas envoyé la première version de vos convocations, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Mais dès que vous avez envoyé le premier envoi des convocations, là, il y a quelques petites obligations et des choses qu'on ne peut plus faire. C'est pour ça, n'envoyez pas trop tôt vos convocations. Moi, je préconise le mardi soir ou le mercredi dans la journée, pas avant. Même si pour certains joueurs qui viennent de loin pour s'organiser, c'est un peu compliqué, mais voilà. Notamment, ça s'explique parce que la date du tirage au sort, normalement, les séries sont figées. Les modalités de remplacement sont à définir dans le règlement complémentaire. Alors ça, c'est super important. Il y a des tournois qui vont faire des remplacements par série ou par date d'inscription, du premier inscrit de la paire ou du dernier inscrit de la paire. Voilà, il y a plein de possibilités, mais il faut vraiment le dire, l'écrire dans votre règlement complémentaire et surtout vous y tenir. Et les JA, un de vos rôles aussi, c'est de vérifier que vous êtes en accord que c'est en accord avec le règlement. C'est malheureux à dire parce que pour le bien du tournoi, voilà, on ne change pas un tel par un tel parce que ça nous arrange. En tout cas, pas après les convocations, ça c'est sûr. Pas après l'envoi des convocations. Voilà, on peut pas. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir aux conséquences de votre règlement complémentaire, de vos modalités de changement. Donc, ça implique que... attendez. Ce que j'ai pas mis surtout, c'est que, en gros, plus de chaises musicales entre la première convocation, je suis série 2, la deuxième convocation, je suis série 1. D'accord? Ça, c'est pas possible de le faire. Ça vous arrive, le joueur est en droit de dire non, moi je suis pas d'accord, je veux jouer en série 2. Et il aura raison. D'accord? Donc, ça fout votre tournoi en l'air, en gros. Donc, on remplace, si on peut remplacer, on remplace. Si on ne peut pas remplacer, tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. Tant pis. Les deux, si c'est des poules de 3, malheureusement, c'est des poules de 3, les deux joueurs sont qualifiés. On les appelle pour qu'ils viennent plus tard. Ils seront tout contents. Et puis voilà. Je vous invite à vous reporter à la vidéo de format BAD là-dessus, avant le tournoi, à partir d'1h40, qui explique vraiment toutes ces démarches. Voilà, les choses qu'on peut faire. En gros,
comme je vous ai dit, même après le tirage au sort, tant que vous n'avez pas envoyé vos convocations, des changements peuvent être possibles sans trop de problèmes. Vous faites un peu ce que vous voulez. Mais dès que vous avez une convocation, vous ne pouvez remplacer que série par série, même des têtes de série. Hein. On ne peut remplacer que dans le cadre des limites des séries que vous avez définies, etc. On ne fait plus de changement de série 1 à série 3, ou etc. Enfin, on ne fait pas. Normalement, on ne devrait pas. Alors que je sais que ça arrive souvent dans certains tournois. Là, c'est plus pour les JA, mais le JO peut aussi avoir son rôle de temporisateur, etc. En ce qui concerne les conseillers sur les chaises, voilà, on nous conseille la pédagogie et la constance, ça c'est ce qu'on nous conseille dans les webinaires JA. Simplement, on peut en avoir 1 ou 2 par demi-terrain ou 0 aussi, selon la salle. On ne sait pas. C'est la salle qui définit le nombre de conseillers. Il y a des salles où on peut mettre qu'une chaise, donc il y aura un seul coach. Et il y a des salles où on peut mettre personne, donc ils interviendront aux intervalles et pas plus. Voilà. La tenue correcte exigée, vous avez le code de conduite pour vous y référer. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, du bon sens, d'accord, il fait 45 degrés, on ne va pas leur demander le pantalon. Minimum quand même les chaussures fermées, d'accord. Imaginez, je suis désolée, mais avoir quelqu'un en chemise hawaïenne et tongs sur la chaise de coach, non. Même si c'est le tournoi, le CDJ du coin, quoi. Non, c'est pas possible. On n'a vu personne sur les terrains. On n'a pas vu de coach sur d'autres terrains, sur d'autres sports. Les coachs, ils sont pas déguisés en touristes, quoi. S'il y a un comportement antisportif de la part du coach, s'il parle pendant les points, par exemple, ça peut arriver. Si il manifeste les choses, il annonce les volants. S'il a fait il juge les volants, il n'a pas le droit non plus, c'est antisportif. Donc en tant que JA, voire même en tant que GO, pourquoi pas, mais si on a un JA, le GO2, ça sera son job aussi, s'il est responsable de la compète, on fait un rappel oral, et puis s'il récidive, on peut lui demander de quitter sa chaise, et il ne sera pas remplacé pour le match. Interdiction de le remplacer si le JA a demandé de l'exclure du terrain, du cours. Il peut revenir sur un match d'après, c'est pas un souci, ou si ça dépasse les bornes, vous pouvez très bien lui demander de quitter la salle. Bon, on ne va pas arriver à ces extrémités-là, mais on ne sait jamais. C'est surtout par rapport aux parents qui connaissent peut-être pas la règle, donc leur expliquer la règle. Et en général, ça se passe bien après. Mais c'est souvent sur des compétitions jeunes où on peut avoir des petits soucis de ce genre. Et on ne peut jamais mettre de carton à un conseiller, ni à son joueur. Par contre, merci de le mentionner dans le rapport si vraiment il y a eu un gros souci. Et on me le dit, on l'écrit, nous on le lit, on le sait, on a repéré le nom, on note. Et si cette personne est nommée plusieurs fois dans plusieurs rapports différents, rien ne nous empêche de faire une commission de discipline à la lumière des rapports qui nous ont été donnés. Et c'est un rôle important du rapport aussi. C'est ce qu'on avait dit. C'est important d'un jour à l'autre, d'une salle à l'autre, d'avoir une constance sur les cartons, juger les tenues. Donc j'en reparlerai après des tenues. D'accord, on ne peut pas être hyper strict un jour et hyper laxiste un autre jour. Enfin c'est logique, mais c'est toujours bon à rappeler. Il faut
faut aussi, en tant que JA, donc nous, on essaye à la Clotte de vous donner des infos sur les dernières évolutions. On n'est pas forcément au top là-dessus, donc c'est aussi à vous, en tant que Géo et JA, d'essayer de vous mettre au fait des derniers règlements. Donc les JA, code de conduite surtout, mais voilà, c'est important. Les Géo, le guide du BAD, hein, vous avez toutes les infos dans le guide du BAD qui est téléchargeable sur le site de la Fédé maintenant. Donc, n'hésitez pas. Petit rappel, s'il y a un désaccord sur le score entre deux joueurs en auto-arbitrage, hein, je précise, eh ben, le JA va leur demander le dernier score sur lequel ils sont d'accord. Puis sinon, ben, recommence à 0-0 et il n'y a pas de discussion possible. Même si, par hasard, le JA a suivi un peu le match et connaît le score. C'est pas son rôle de dire non, il y a 15-13 par exemple. Non, c'est pas son rôle. Ils sont pas d'accord, c'est de l'auto-arbitrage. C'est pareil, un JA peut pas juger une ligne, même s'il la voit sortir, s'il la voit dedans de 10 cm et que l'autre dit bah non, elle est out. Rien n'empêche le JA ensuite d'aller voir le joueur, après le match, ou de rester à proximité, ce qui découragera peut-être le joueur de mal juger les volants par la suite. Mais voilà, on n'est pas arbitre, on est JA. Et le cas classique aussi sur le volant, il ne faut plus s'embêter, on ne va pas perdre du temps à faire tester parce que les joueurs, ils ont testé les volants à l'arrivée sur le terrain, ils se sont mis d'accord. Donc s'ils ne sont pas d'accord, vous les faites acheter à part égale une boîte de volants officielle. Et en général, quand on leur dit ça, ils se mettent très vite d'accord sur la vitesse du leur de volant. Et puis s'il faut acheter, ils achètent, ils retestent une fois parce qu'on n'aura pas forcément fait tester le volant officiel avant la compétition. Ils testent et puis ils se mettent d'accord et hop, et on enchaîne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, leur dire, bah, écoutez, vous allez à la buvette acheter une boîte de volant officielle. Curieusement, ils sont mis d'accord. Puis après, on reste un petit peu autour pour voir si le match reprend correctement. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que pour l'instant, JA. Alors, en ce qui concerne les tenues, ça c'est plus pour les juges arbitres. En ce qui concerne les tenues non conformes, donc maillot de foot, enfin voilà, vous connaissez les tenues non conformes. Écrit, voilà, par exemple, moi je me rappelle d'un maillot qui m'avait marqué avec écrit le prénom et 7h30 dans le dos, parce que c'était son heure de convocation. Voilà, ce genre de petites choses ou des écritures totalement hors limite, quoi. Donc on le notifie oralement aux joueurs, et ça serait bien, nous on aimerait le voir écrit dans le rapport aussi le nom du joueur concerné, parce que moi, oralement, j'ai eu mention d'une ou deux personnes qui mettaient tout le temps le même maillot alors qu'on leur disait à chaque fois qu'ils n'avaient pas le droit de mettre ce maillot-là et qu'ils le mettaient quand même et qu'ils s'en foutaient. Et là aussi, si on voit plusieurs fois le même nom pour le même motif, et puis n'hésitez pas à prendre en photo le maillot, hein. Faut pas hésiter, vous le mettez avec votre rapport. Sur Puna, c'est facile à faire. Et lui aussi, on va lui dire, écoutez, si on vous revoit encore une fois dans nos rapports, vous allez être convoqué en sanction. Vous risquez une sanction en commission de discipline, vu que manifestement, vous vous en foutez. C'est comme ça que ça va se passer. Par contre, vous ne pouvez pas interdire les joueurs de jouer. On ne peut pas mettre le maillot à l'envers non plus. Le seul moment où on interdit un joueur de jouer et qu'on ne pourra pas vous le reprocher en tant que JA, c'est s'il y a une infraction à la loi E20. Donc le t-shirt Marlboro ou le t-shirt Pastis Ricard sur le terrain, c'est pas possible. Voilà, c'est la seule condition dans lesquelles vous pouvez interdire parce que c'est une infraction à la loi E20. Sinon, vous pouvez toujours leur dire, moi je t'interdis de jouer. Le joueur qui va vous dire, ouais, vas-y. Vous pouvez lui interdire, mais ça va vous tomber dessus parce que vous n'avez pas le droit.
Voilà. Je sais pas, j'entends du bruit, il y a une question peut-être ou une remarque? Oui, c'est moi. Ouais. Allez-y, ben, allez-y. Vas-y, euh, je voulais savoir, tu disais que ça sera noté sur un rapport, mais par exemple, est-ce qu'on sait, moi qui suis GA d'une compétition, s'il y a des joueurs qui causent problème au niveau des tenues? Ou je le saurai jamais Tu le notes? Non, toi, le rôle du JA sur le tournoi, c'est le rapport, c'est tu constates. Tu constates, tu fais remonter qu'un tel, il n'a pas une tenue correcte. Tu prends la photo, tu la joins à ton rapport. Et c'est au Ok, niveau de la clotte, qui peut dire, bah tiens, commission de discipline. On peut éventuellement solliciter la commission de discipline. Après, tu sais bien que notre ligue est petite et qu'on connaît voilà, on peut connaître assez rapidement ces noms-là. Mais c'est pas forcément l'idée, c'est pas de stigmatiser tel ou tel joueur non plus. d'accord. Bon, bah merci. Le JA constate, le note dans le rapport, le fait remonter à la clotte, et c'est à la clotte de faire ce qu'il y a à faire si besoin. Ok, merci. De rien. C'est l'autre Gilles, je voulais juste ajouter un élément. Pour moi, il faut vraiment que la photo elle soit systématique avec le commentaire. Sinon, il n'y a aucun moyen de pouvoir vérifier pour la clotte quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, vous êtes JA sur une compétition, vous hésitez par rapport à la tenue, bah, prenez la photo simplement et faites appel à un autre JA pour savoir. On a un WhatsApp qui permet de communiquer entre nous. Mettez-le sur le WhatsApp. Comme ça permet de savoir quelles sont les tenues qui peuvent être autorisées et celles qui ne le sont pas. Et en informer le joueur éventuellement, quoi. Pour, par exemple, préciser pour les JA qui n'officient pas en ICN, sur la première journée, la Fédération française nous demande de prendre en photo tous les maillots sur la première journée. Donc c'est voilà, la prise de maillot, la prise de photo de maillot, c'est pas quelque chose qui est complètement exotique, c'est quelque chose qui existe déjà et ça se pratique, il n'y a pas de souci. Alors que normalement, tous les maillots ont été validés, mais la Fédé demande une vérification encore. Je ne sais plus, Sophie, si dans ton support tu en parles après, mais de ce que j'ai compris, le règlement sur les tenues n'évolue pas cette saison, mais évoluera la saison prochaine. Je vais en parler. Ouais, je vais en parler Ok. après. La rédaction du rapport, bah là j'en ai déjà parlé, donc je vais aller assez vite. C'est un petit rappel, hein. Donc c'est un compte-rendu fidèle du tournoi, utile pour les prochaines éditions, pour le club, les futurs JA, les mairies, les Comcom. On ne veut pas de RAS, ça ne sert à rien. Je préfère qu'il n'y ait rien, il n'y a rien à dire. Voilà, simplement. Donc un rapport par salle. Donc à moins d'être sûr du forfait, de la nature du forfait, le JA va mettre un forfait involontaire ou à justifier. Même s'il n'a pas d'infos du joueur. Peut-être qu'il a eu un accident de voiture, peut-être que on ne sait pas. Donc on ne va pas mettre volontaire si on ne sait pas. Voilà, involontaire, c'est par exemple le papa enfin c'est malheureux pour l'enfant, mais c'est où on a eu le cas, un joueur qui dit ah ben non c'est trop tôt, non je viens pas, je suis convoqué trop tôt. Bon bah là, on n'a pas d'hésitation à faire. Ce genre de choses. Il faut être vraiment sûr. En général, on reste à justifier dans le doute. Et puis, si ce n'est pas justifié, au bout de 12 jours, ils ont leur sanction, quoi. Ils ont 5 jours pour justifier. Puna laisse de la marge, mais la sanction tombe automatiquement. Alors que si vous mettez volontaire tout de suite, bah, c'est plus compliqué. Si moi, après, imaginez que vous mettez volontaire et que j'ai un certificat médical qui arrive 2 jours plus tard. Je suis obligée d'annuler votre forfait volontaire. Parce que certificat médical, on ne peut pas s'opposer, même s'il est bidon. Hein. On n'en sait rien. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas médecin. Donc, s'il y a un certificat, je serai obligée d'annuler le forfait volontaire que vous avez certainement mis à bon escient. Mais voilà. C'est bien aussi dans le rapport de bien préciser par qui vous remplacez ou WO dans le tableau ou abandon pendant le match, etc.
C'est, bah, tiens, WO dans le tableau, remplacé par machin éventuellement, quoi. C'est toujours bien de voir si les WO ont pu être remplacés ou pas. Et le cahier des charges, ben, ça c'est plus pour l'organisateur, mais bon, voilà, respect ou non, faire plein de suggestions possibles aussi, ce qui est très important pour l'amélioration de la prochaine édition. Oui, J'avais une question. oui, Vous m'entendez? oui, oui. Ah, Oui. excuse-moi, je croyais que vous ne m'entendiez pas. Concernant le forfait volontaire, Mhm. si la personne, je reprends ton exemple alors, Ouais. si la personne dit je ne viens pas parce que c'est trop tôt, tu le mets sur le rapport, Oui. et lui il dit non, c'est faux, c'est pas ça que j'ai dit. Il faut quand même amener la preuve. Prouve-moi que le JA a tort. Moi, j'estime que le JA, il n'est pas là pour mentir ou pour porter préjudice à des joueurs. Ouais, mais par exemple, il y a eu des fois où c'est un tel qui m'a dit qu'il venait pas ou ainsi de suite. Tu vois, c'était indirect, c'était pas direct. Alors, ouais, bah dans ce cas-là, tu mets injustifié. Et après, Ok. voilà, dans le moindre doute, voilà, on a eu un cas particulier cette année avec un joueur bourré et l'autre n'a pas voulu monter dans le théâtre, enfin, a priori bourré et l'autre n'a pas voulu monter dans la voiture. Bah, voilà quoi. On a attendu à justifier et puis on a attendu, puis l'autre personne qui était incriminée n'a jamais donné de justificatif, et ben, il a été forfait volontaire. Voilà. Ok. Point. Merci. De rien. Sophie, Oui. j'ai une question par rapport au un rapport par salle. Quand on est sur du multisalle, il y a des éléments qui sont communs, qui sont liés à toute la compétition. Oui, c'est ce que j'ai mis, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous vous mettez d'accord avec le JA principal de qui écrit quoi. Et après, dans Puna, on peut faire la salle X pour décrire la salle X, puis la salle Y, tu écris ce qui concerne la salle Y. Il peut avoir un gros retard dans la salle X. Ouais, tu peux tout mettre dans le même espace sur Puna. Mais oui, il y a des choses qui ne vont pas changer. Ok, et tu peux très bien dire cette partie-là, voir le rapport de l'autre salle, par exemple. Oui, ouais, ou de toute façon, normalement, tout est écrit ça sera, si tu as des choses à dire sur l'échéancier, ben, ça sera dit pour les deux salles dans l'échéancier, s'il y a du retard, ou enfin, les temps de, tu vois, par exemple, les temps de match réels, enfin, les choses comme ça, chaque match dans Puna, tu mets les deux salles. Puis après, ben, y a des choses qui concernent qu'un seul, qui concernent l'organisation globale, ben, une fois, ça suffit. Merci. Mais tu n'as pas forcément la même organisation à la table de marque, tu vois, d'une salle à l'autre. Par exemple, il y a peut-être des choses à dire, ou enfin, ce genre de choses, quoi. Tu peux avoir un gros retard parce qu'un incident dans une salle et pas dans l'autre, enfin, ce genre de... Voilà. Mais des fois, j'ai eu un tournoi qui s'est déroulé sur deux salles, je n'ai eu les infos que sur une seule. Ça, c'est pas possible. Il nous faut au moins savoir comment était l'autre salle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Okay. Alors, les nouveautés. Youpi. Donc, Guillaume vous en a parlé. Donc, la compétition doit être obligatoirement autorisée sur Puna avant de pouvoir la créer sur Badnet. Comme ça, vous pouvez tous mettre votre règlement complémentaire sur Badnet en même temps. Voilà. Je sais qu'il y a peu de gens qui le lisent, mais c'est important. Et donc, il faut au moins 90 jours avant le début du tour. Il faut que ça soit déclaré sur Puna 90 jours avant. Donc voilà, Guillaume en a parlé, je ne vais pas trop en reparler. Dans l'invitation, il y a des choses qui changent. Et là, je laisserai Émeric ou d'autres regarder. Enfin, je sais que c'est lui qui a fait. Émeric, après, je te laisserai la main pour présenter le règlement. Il faut bien mettre le numéro de dossier dans l'invitation. Donc, c'est ce qu'il y a écrit dans Puna, en gros, maintenant. Ce qui change aussi, c'est les dates et heures d'ouverture et de fermeture des inscriptions. Voilà, c'est une nouveauté.
Et aussi, dans le règlement complémentaire, il faut remettre ces dates et heures d'ouverture, de fermeture des inscriptions et le numéro de dossier défini sur la demande d'autorisation. Ça, faut... Voilà. C'est le numéro de dossier ou c'est le numéro d'autorisation? Le numéro de dossier. Oui. Merci. Alors, en fait, là, justement, au niveau de l'annexe, dans le guide du badminton, c'est l'annexe numéro 2 du RGC, donc vous avez ça sur le site de la Fédé. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui a été rajouté. Et cette saison, donc, ils nous ont rajouté les dates et heures d'ouverture et de fermeture des inscriptions, le numéro de dossier défini sur la demande d'autorisation, le nom du juge arbitre principal et du JO de la compétition, et globalement, là, sur toutes les validations que j'ai faites depuis le début de saison, je pense que l'info n'a pas forcément été bien communiquée par la Fédé aussi, mais c'est ce que je suis en train de retoquer sur quasiment tous les RC de toutes les demandes Puna. Donc on voulait profiter aussi un petit peu du webinaire pour vous en parler, mais globalement, ouais, il faudrait faire attention un petit peu à cette annexe. Vous pouvez tous la retrouver, au pire on pourra vous l'envoyer par mail aussi. Dans le module de règlement complémentaire qu'on a créé sur Excel, vous avez tout. Il y a une première version qui avait été envoyée en juillet, sauf que cette circulaire-là, au niveau de l'annexe 2, elle a été validée dans le LOB de la Fédé que fin juillet. Donc en fait, du coup, on s'est fait avoir sur le truc et là, on a terminé une deuxième version qu'on va pouvoir aussi vous renvoyer pour pouvoir faire ça sans aucun problème, et ça nous permettra de gagner énormément, mais vraiment énormément de temps sur les demandes Puna, parce que sans vous mentir, des fois entre 50 et 80 mails par jour ces temps-ci. Parce qu'à chaque fois que vous faites une action sur Puna, nous, on reçoit une notification. Donc, ça nous remplit très, très vite les boîtes. Et ça nous prend aussi énormément de temps pour pouvoir justement lire les règlements, faire les modifications, vous demander de faire les modifications, repasser toute la compétition en attente de validation Ligue, et ensuite l'attente de validation FFBAD. Donc, si le RC il est bien fait dès le début, vous avez tous les points qui sont sur l'annexe 2, ce serait parfait. Voilà pour moi. Merci. Et donc, oui, on vous enverra très très vite ce modèle de règlement complémentaire. Alors, gros changement. Donc, par rapport, alors, on n'a pas le but là, c'est pas de discuter de l'intérêt du bon fondé, du bien fondé ou non de la règle du changement de classement. Là, c'est juste vous expliquer que la fameuse règle du x16 est remplacée par la règle du plus 1000. Ce qui sera beaucoup plus facile à calculer, effectivement. Donc, un joueur qui a 1000 points ne peut pas jouer contre un joueur qui en aura 2100, tout simplement. Voilà, tout bêtement. Sauf, parce que bien sûr, on retrouve les mêmes exceptions que pour le x16. Alors, ça, c'est une différence, par contre. Si le moins bien classé a 1800 points minimum dans une série, le plus 1000 n'est pas comptabilisé. Je crois que les classements maximum sont à 2800, je crois. 2400, donc voilà. Mais si le moins bien classé de votre série a 1800 points, on n'est pas obligé de respecter le plus 1000. Il peut avoir quelqu'un à... 2000, non, 2400, c'est pas possible non plus. Donc, pour vous donner un repère, 1800 points pour les dames, c'est N3. Oui. Voilà, pour donner un repère. Et on retrouve, excusez-moi. Et pour les hommes, c'est R5. Voilà. Et les compétitions déclarées comme championnat ou par catégorie d'âge, jeunes ou vétérans, on ne respecte pas le plus 1000 maintenant, pardon. Voilà, on n'est pas respecté dans les catégories jeunes, vétérans, par exemple, circuit vétéran, par exemple, on ne sera pas obligé de respecter cette règle-là, et les championnats non plus. On n'est pas obligé de les rendre. Cela dit, ça fait quand même 2 classements et demi à peu près en moyenne, cette différence. Enfin voilà, c'est pour ça que je dis vigilance classement. Des fois, si on s'en tient au plus 1000 comme au x16, on va dire qu'on peut avoir des matchs ou des poules très très déséquilibrées, des séries très déséquilibrées. Donc, attention à ça. Voilà. Mais sachez simplement que le nouveau truc, c'est plus 1000.
De toute façon, Badnet vous dira bien que ah non, ça passe pas. Dans le petit onglet respect des règlements, tout ça, respect du RGC. La grosse nouveauté aussi, c'est la possibilité de faire des tableaux intergenres. Bon, manifestement, vu ce qu'a dit Guillaume, ça bug encore un peu, manifestement au niveau de l'homologation. Mais juste pour vous expliquer, on peut très bien, comme un tournoi Promoban, en fait, je ne sais pas pour ceux qui en ont peut-être fait, on peut faire un simple intergenre ou un double. Alors, double intergenre, ça peut être un double dame contre un double homme, contre un double mixte, ou un double dame contre un double mixte, etc. Et puis, en simple, hein, c'est un homme qui peut jouer contre une femme. La cote est prise en compte. Donc, vous avez vu ce qu'avait dit JP, à peu près pour le plus 1000, à cote égale, le classement n'est pas égal. Donc, une fille N3 jouera peut-être contre un homme R5, par exemple. C'est possible. Toujours dans le plus 1000. Là, le plus 1000 est toujours obligatoire. Quand je mets à la discrétion de l'organisateur, c'est qu'il n'y a aucune obligation d'organiser ce genre de tableau. Les tableaux intergenres ne sont absolument pas obligatoires. Il faut les déclarer en tant que tels la PUNA et surtout, il faut faire très attention dans les modalités de votre règlement complémentaire et éventuellement le proposer. Par exemple, si vous proposez un simple intergenre, peut-être que vous voudrez prévoir la possibilité pour ceux, surtout pour les simples hommes, je parle. Les simples hommes, il n'y en a pas assez. Est-ce qu'on peut les rebalancer ou pas avec leur accord dans un simple intergenre, par exemple, quand on a trop de monde, je ne sais pas, sur un tableau. Mais ça, il faut bien réfléchir à modalité de ce nouveau tableau. C'est de la nouveauté, donc on va tâtonner, voilà. Mais voilà, si vous le proposez, sous quelle forme, peut-être qu'en double, voilà. Après, voilà, faut bien le préciser dans le règlement complémentaire. L'intergenre, pour moi, encore, c'est vu de ma fenêtre, hein, c'est pas, j'ai pas pratiqué encore, j'ai pas testé, mais très adapté à des tableaux jeunes, par exemple, des tableaux très jeunes, des poussins, choses comme ça. Là, oui, le tableau intergenre, il n'y a pas de souci. Ouais. Des joueurs peut-être jusqu'à, peut-être D9. Après, ça commence à être compliqué. Oui. Sauf s'il y en a qui veulent se faire des challenges, mais après, ça peut commencer à être compliqué. Je voudrais répondre juste à Bart. On raisonne au niveau du joueur, hein, c'est-à-dire que sur la paire, pour l'histoire des plus 1000, c'est au niveau du joueur, comme le x16. Donc, c'est le joueur le moins coté du tableau. Et il ne peut pas y avoir plus de 1000 entre le joueur le moins coté du tableau et le joueur le plus coté du tableau. Donc, on est bien au niveau du joueur et pas au niveau de la paire. Hein. Tout à fait. Donc ça, pour le jeune, oui, effectivement, un tableau qui ne dépasse pas un tournoi, où, je sais qu'il n'y a même pas besoin de JA pour les tableaux qui vont jusqu'à P10 maintenant, mais voilà, par exemple, ce genre on peut proposer un tableau si on veut faire beaucoup de matchs, pourquoi pas. C'est peut-être sur une journée de simple ou de double et on propose ça. C'est possible. Mais voilà, pensez bien, voilà. Est-ce qu'on propose, voilà, par exemple, s'il y a de la place encore dans un tableau intergenre et il n'y a plus de place en simple, est-ce qu'on propose aux simples qui sont sur liste d'attente, est-ce qu'ils veulent bien rejoindre le tableau intergenre, par exemple? C'est une suggestion, mais il faut y réfléchir avant. Il faut le noter dans le règlement complémentaire. On ne balance pas, on ne fait pas, voilà. On ne va pas de fait dire, tous les listes d'attente de simple homme, ils vont être dans intergenre, quoi. Faut que ça soit, voilà, faut en discuter aussi, quoi. Nouveauté. Sophie, j'ai levé la main, mais personne ne me l'a dit. Moi, je vois pas. Excuse-moi. Pas de problème. Moi, je pense qu'on se trompe, mais il y en a peut-être qui connaissent mieux ce nouveau règlement avec intergenre. Mais là, dans ce que tu expliquais, tu avais l'air de dire qu'on pouvait faire du simple intergenre, du simple homme ou du simple dame. Moi, je ne pense pas. Je pense que les déclarations permettent de faire simple homme, simple dame ou intergenre. Quand tu déclares ta compétition,
tu ne peux pas permettre aux gens de s'inscrire en simple homme ou en simple intergenre. Ben, je ne sais pas. A priori, il n'y a rien qui bloque. Hein. Tu peux avoir simple homme, simple dame, simple intergenre. A priori, il n'y a rien qui bloque dans les déclarations Puna. Alors, est-ce que c'est un problème de Puna ou est-ce que c'est... Mais pour moi, tu peux faire un double homme, double dame, double intergenre. C'est ton Mais par règlement contre, je particulier pense qui va je pense faire que que tu peux ou pas le faire. Ok. Alors, parce que nous, là, au niveau de la Ligue, pour les compétitions régionales élites ou les compétitions régionales jeunes, on n'a rien spécifié de particulier. On a dit c'est intergenre et, par exemple, ce week-end, il y a eu des tableaux de simple homme, des tableaux de simple dame, des tableaux d'intergenre, mais à la base, tout le monde était versé dans un seul tableau qui est le simple intergenre, et certains tableaux ne contenaient que des hommes ou certains tableaux ne contenaient que des femmes. Si tu fais de l'intergenre, de toute façon, le sexe ne compte plus. Donc, Voilà. à partir du moment où tu déclares intergenre, tu fais ce que tu veux derrière. Après, oui, mais ça veut dire que les gens, est-ce que sur Badnet, alors ça, moi, j'en sais rien, c'est une vraie question, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire, est-ce qu'ils ont le choix, un gars, il a le choix entre intergenre et simple homme ou si tu ouvres simple homme, simple dame, simple intergenre, il s'inscrit sur ce qu'il veut. Ok, ça marche. Et tu peux interdire, rien ne t'empêche, comme souvent les tournois interdisent le simple et le mixte. Eh ben, non, mais la question, c'était pas ça, Sophie. C'était de savoir si Badnet le permettait. S'il le permet, bah, tant mieux. Oui, je pense, ouais. Et puis, autre chose que je voulais juste préciser, je crois que c'est Jean-Philippe, tu parlais de l'intérêt pour les jeunes. Alors ça, c'est une évidence. De toute façon, là, nous, on l'a vu ce week-end où le tableau de simple intergenre minime a été gagné par une fille, en l'occurrence Nastia, qui depuis 2 ou 3 ans ne participait plus aux compétitions jeunes parce qu'elle n'avait pas d'adversité. Là, elle est venue, elle a joué contre des garçons de son âge, elle a gagné, elle avait de l'adversité. Il y a eu, peut-être pas tous les matchs, mais sur les 4-5 matchs qu'elle a fait, il y en a eu en tout cas 2 d'intéressants. Et un autre intérêt, moi, que je vois, après, il faudrait discuter avec les intéressés, c'est les filles qui ont un classement N. Parce qu'elles sont 5 ou 6 dans la région et elles jouent toujours l'une contre l'autre. Et peut-être que ça les intéresserait d'avoir justement des rencontres, comme disait Sophie, contre des garçons, par exemple, niveau R5 ou comme ça. Je pense qu'il y a aussi un intérêt pour ces filles-là pour éviter de tourner en rond et toujours jouer les mêmes personnes. Oui, ou vu la crise du simple dame, tout simplement, quel que soit le niveau. Exact. Si on veut jouer en simple, les filles, des fois, on veut bien jouer en intergenre. Je parle pour ma paroisse. Il faudra voir si les clubs proposent et si les clubs proposent, si les joueurs adhèrent. Voilà, c'est ça. Petit à petit, ça va rentrer. Donc Lionel, pour répondre à ta question, quand tu crées un tableau dans Badnet, tu peux créer tout. C'est-à-dire simple homme, simple dame, simple unisexe, double homme, double dame, double unisexe, double mixte. Tu peux tout cocher. Et ça veut dire qu'après, par exemple, si tu as 2 filles N2 et que tu n'as pas de filles N3 ou R4, tu peux contacter ces 2 filles, si elles se sont inscrites en simple dame, et leur proposer d'intégrer un éventuel tableau intergenre avec des garçons R4 et R5. Par exemple. Ouais, c'est top, c'est bien, parfait. À tout à l'heure, merci. À tout. De rien. Alors, la nouveauté, les nouveaux tableaux possibles qui n'étaient pour l'instant possibles qu'au niveau des seiges ou des brassages de classement poussin et autres, c'est que cette fois-ci, on a plus, et là c'est pareil, référez-vous à l'annexe 12 du RGC, parce que je ne les ai pas toutes notées, les choix sont assez impressionnants. Mais par exemple, on peut faire des poules suivies de poules maintenant. Avant, on n'avait pas le droit. Exemple, 3 poules de 3. Et après, on fait une poule de 3 avec les 3 premiers, une poule de 3 avec les 3 deuxièmes, et une poule de 3 avec les troisièmes. Voilà, c'est possible maintenant. Mais que 2 phases de poule, on ne peut pas faire ça indéfiniment.
Mais c'est Les pour ça ronds que suisses, moi j'ai retoqué quelques RC parce que maintenant dire tous les tableaux se joueront en poule, ça ne suffit plus. C'est se joueront en poule suivi de. Donc soit suivi de une élimination directe, soit suivi de classement par poule, ainsi de suite. Mais le fait de dire tous les tableaux se joueront en poule, ça ne suffit plus puisqu'on peut avoir plusieurs options pour la deuxième phase. et puis bon, bah là, toutes ces possibilités-là sont quand même des choses qui demandent du temps, hein, qui sont assez mangeuses de temps de toute façon. Donc, comme les rondes suisses, les poules suivies de consonantes aussi, en élimination directe ou en classement intégral, c'est possible. On peut même faire des entrées progressives, mais uniquement pour des championnats, a priori. Pourquoi pas? Mais ça nécessiterait une élimination directe dans ce cas-là. Hein, les entrées progressives, c'est des éliminations directes, comme au tennis en fait. Hein. Pour ceux qui connaissent le tennis, les mieux classés, ils arrivent qu'au niveau des quarts, voire peut-être des demi. Hein. Et tous les autres se sont éliminés petit à petit. Voilà, mais je vous demande, voilà, référez-vous à l'annexe 12 pour savoir tout ce qui est possible. Mais voilà, là, le problème que je vois avec ces nouveaux modèles, hein, c'est bien, ça donne plein de matchs. C'est surtout pour que ça va, pour un tournoi classique en tout cas, ça va bien boucher l'échéancier. Voilà, ça peut être des choses où il n'y a pas beau. Sur une journée, avec 40 joueurs, c'est faisable. Mais voilà, sur un tournoi vraiment classique, comme on dit, avec 200 joueurs par exemple, ça me semble compliqué. Et soit vous faites une première, c'est votre première édition pour votre club conseil, vous avez que quelques joueurs, bah là vous pouvez vous permettre de passer plus de temps et tout ça. Ça vous permet quand même d'habiller un échéancier plutôt que de jouer sur 2 heures ou une demi-journée. Et au moins ça vous permet d'habiller un échéancier. Voilà, donc ça peut être et ça, alors sur un autre volet, sur tout ce qui est animation et interne, choses comme ça, c'est sympa aussi. Mais par contre, voilà, sur une première édition, ça vous permet quand même d'habiller un échéancier avec des formes de tableau où les joueurs jouent pas mal de matchs. Quoi. Attention, 8 matchs quand même. Hein. Et bien sûr, hein, les poules uniques jusqu'à 7 joueurs ou paires maximum sont aussi possibles. Poule de 3, de 4, un sortant, deux sortants, poule de 5, c'est toujours possible. Ça ne change pas. Là, je ne vous ai mis que les nouveaux tableaux possibles. Nouveauté encore au niveau des volants. Alors, les hybrides, l'arrivée des volants hybrides est officielle. Hein. On a des volants officiels jusqu'à D7, a priori. On a une question, Lionel, par rapport à l'entrée progressive. Ah. Dans le chat. Entrée progressive sur plusieurs jours, un mois par exemple, comme cela se fait au tennis. Oui. Est-ce que c'est possible? L'entrée progressive sur plusieurs jours? Ça me semble. Alors, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ça veut dire que tu aurais la salle sur plusieurs jours. Peut-être que sur Bandnet, si tu mets la date de ton tournoi du 15 au 23 du mois et que tu fais ça pendant tes tournois. Enfin, je veux dire, si tu fais ça pendant tes créneaux d'entraînement. Là, j'avoue que je ne sais pas. Faut voir. Ça, je me suis pas posé la question. J'ai pas la réponse. Si on rentre bien les choses sur Bandnet, je ne vois pas pourquoi, mais je ne sais pas. Mais attention, c'est que des championnats. Hein. On ne peut faire que ça que sur des championnats, a priori. Donc ça limite un peu les possibilités. Si ta compétition n'est pas labellisée championnat, l'entrée progressive ne sera pas possible, a priori. Donc, je reviens sur les volants. Donc, l'arrivée des volants hybrides ou synthétiques, voire carbone, hein, comme on les appelle maintenant, vont entrer. Certains seront homologués. Donc, il faudra voir sur le site de la Fédé quels sont les volants homologués. Par contre, en aucun cas, ils peuvent être choisis comme volants officiels. Donc, le volant officiel doit rester un volant en plume ou en plastique. Ou en plastique. Voilà. Normalement, c'est en plastique. Voilà. On peut aussi proposer en plastique. Et ceci, c'est jusqu'à D7, compris D7 et inférieur, sous réserve d'un accord mutuel
dûment homologué, d'accord? Il faut que les deux joueurs sont d'accord. Sinon, le volant plume fourni par les joueurs est prioritaire. Faute d'entente, c'est le volant officiel de la compétition qui sera choisi. Le GO2 ou le JA est le garant de la bonne utilisation des volants. Donc ça, hein, ça fait référence, voilà, c'est parce que le prix des volants a quand même considérablement augmenté ces dernières années et qu'ils cherchent des solutions voilà, pour limiter les frais, si je puis me permettre l'expression. Donc voilà, ne soyez pas surpris que dans les tournois, maintenant, certaines personnes jouent avec des hybrides. On peut les accepter, il faut juste se tenir au courant, nous, de quels sont les volants homologués, on va dire. Et je ne pense pas qu'il y en ait encore tant que ça pour le moment dans la liste. Je ne suis pas retournée depuis 3-4 semaines, mais voilà. Excuse-moi, j'y étais récemment. Il y a déjà des volants hybrides et synthétiques. Tu as même un classement de type hybride, synthétique, plume, plastique. Non, pas plastique. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas forcément beaucoup d'hybrides d'homologués par rapport aux plumes et par rapport aux plumes. Oui, il doit y en avoir 3, je crois, oui, c'est ça, de synthétiques. Voilà. Oui, c'était ça ma remarque. C'était qu'il n'y a pas énormément de marques homologuées encore par rapport aux plumes. Oui, exact. Et donc, D7 et accord des joueurs. Donc voilà, ça reste quand même une expérimentation. D'ailleurs, j'en profite parlant d'expérimentation. Vous savez, le juge arbitre ligue certifié qui pouvait officier sur son tournoi jusqu'à R4. Oui, c'est ça, hein. C'est confirmé, c'est validé, c'est définitif maintenant. Donc un JALC pourra officier sur son tournoi s'il ne prend pas plus que R4 maximum en termes de niveau. Voilà. Alors, il y a une petite précision là-dessus, c'est que le GEO, il doit être minimum GEO1 promo ou GEO2, sinon c'est pas possible. C'est vrai, merci de la précision. Ouais, c'est vrai. Donc, dernière nouveauté, donc on va vous envoyer très très vite. Les clubs, les CODEP aussi, un règlement complémentaire avec des menus déroulants et encarts à compléter pour faciliter la tâche, votre tâche à vous et la tâche à nous aussi en lisant. Alors, il n'y a aucune obligation de l'utiliser, ça je me dois de le dire. On vous incite fortement, ça va vous faciliter la tâche et ça évitera. Vous avez vu que maintenant le temps est compté, hein, avec les 90 jours, enfin voilà, vis-à-vis de la nouvelle procédure sur Badnet. Disons que vous êtes moins susceptible d'oublier des choses avec la trame qu'on vous enverra. Voilà. Libre à vous, voilà, de voir ce que vous voulez faire, mais voilà, quand on a un menu déroulant à compléter, et puis par exemple, les encarts à compléter, c'est les modes de remplacement ou le mode de sélection des listes d'attente, dans quel ordre vous prenez les listes d'attente, ou voilà, ce genre de choses. Hein. Ce n'est pas non plus des tartines à écrire, mais qu'on ne peut pas écrire à votre place, parce que c'est votre décision à vous. Rappel des tenues. Donc, 7 emplacements maximum de publicité sur les 9 proposés. Voilà, vous avez les images. Sachez simplement que cette année, les tenues ne changent pas. C'est les règles que vous allez avoir là. Et le COMEX devrait valider ou non une proposition de la CFOT pour, on va dire, réduire les encarts, enfin revenir un peu sur une cohérence par rapport au niveau international, on va dire, parce qu'ils se sont rendus compte, entre guillemets, que tous les encarts publicitaires n'étaient pas pris. Donc, je pense qu'on va aller vers une réduction d'emplacements possibles, a priori. Peut-être un lettrage au dos qui soit, vous voyez, c'est entre 5 et 10, peut-être que ça sera entre 6 et 10. Voilà, ce genre de choses. Mais pour l'instant,
il n'y a pas de changement de tenue sur les règlements actuels. En tout cas, pour les ICN, hein, c'est toujours obligatoire. Par exemple, le nom du joueur sur un tournoi, effectivement, sur un tournoi privé, on peut avoir Milou 39, par exemple, hein, mais pas sur un championnat, par exemple. Lui, il ne pourra pas jouer dans le département du Jura avec son Milou 39. Il faudra qu'il ait son nom de famille et pas son prénom. D'accord? Voilà, il y a des règles différentes. Donc c'est pareil, hein, vous retrouverez ça aussi dans le guide du ban, tous les règlements sur les rappels de tenue. Ça, voilà, c'est plus de l'info, on va dire. Soyez simplement vigilants si vous avez des tenues d'un autre sport, quoi. Ça, voilà, c'est pas entendable. Voilà. Et n'hésitez pas à préciser si vous, voilà, il faut pas que ça soit offensant non plus, ce qui est écrit, etc. Ou les dessins, etc. Pareil, hein, pour la cuisse droite, 2 emplacements possibles sur les bas. Hein, donc si c'est 2 à l'avant, il ne peut pas en avoir en arrière. Hein, c'est 1 en avant, en arrière. Bon, ça, c'est plus au niveau des championnats de France qu'on voit ça. Hein. D'ailleurs, pour les rappels, en fait, ils pensent faire un règlement général, entre guillemets, des tenues, et puis des annexes pour les championnats de France, pour les interclubs, et pour les officiels techniques aussi. On va avoir un règlement sur les tenues d'officiels techniques, qui devrait, si le COMEX valide la proposition. Et moi, j'en ai fini avec cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Et je vous propose de répondre à vos questions. Gilles, tu avais la main levée. C'est un oubli ou... Oui, non, c'était un oubli. Je l'avais oublié dans la DSFR. Ah non, c'est pas le même Gilles, pardon. Non, Gilles Pradel. Voilà. Si j'avais, je le vois pas, mais au niveau des pubs, il n'y a pas de surface de limite, parce que je trouve que sur le ah mince, j'ai sur le maillot, je trouve que le dessin, la surface dessinée sur les manches, on va dire, il remplit la manche, quoi. Ah, mais elle a grossi l'année passée. Hein. Ouais, mais tu peux mettre plusieurs pubs. Avant, sur la manche, tu n'avais qu'une pub possible, mais dans cet encart, tu peux mettre plusieurs pubs sur la manche. Okay. Mais bon, c'est ça qui a évolué, on ne va pas trop s'en inquiéter, vu que ça va tout changer la saison 2026-2027. D'accord. Bon, en gros, ne refaites pas tout de suite vos maillots d'interclub. C'est surtout les clubs en national. Je vois une question d'Adrien. Est-il possible de proposer des volants hybrides en interclub si classement inférieur à D7? Je vois pas où. Si tout le monde est D7, alors il faut que tous les joueurs soient d'accord pour jouer. Tu as pu le voir. Il faut que les joueurs sur le match soient d'accord pour jouer avec les hybrides. On ne peut pas les imposer, je dirais. Il faudra quand même avoir des volants en plume au cas où. En tout cas, c'est mon analyse. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des remarques, N'hésitez pas. J'ai été super... Ah, Laurent. Allô, oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Question par rapport aux joueurs et la date de leur licence. Si dans un règlement complémentaire, il est marqué que le joueur doit être licencié à la date du tirage au sort, et qu'à la date du tirage au sort, il n'est pas licencié, mais le jour de la compétition, il est licencié. Est-ce qu'on lui interdit de jouer ou pas? Bah oui. Non, c'est ton RC. Mais non, c'est ton RC qui va fixer. Si tu dis dans ton RC, tu dis le joueur doit être licencié à la date du tirage au sort, point. Tu as ta règle. Donc tu l'interdis de jouer. Ok. Tu n'es pas licencié au moment du tirage au sort, tu joues pas. Les tournois, pour les tournois de début de saison,
Moi, je vous encourage fortement à le faire au moment du tirage au sort, parce que ça veut dire que potentiellement, si c'est pas au moment du tirage au sort, potentiellement, vous allez sélectionner des joueurs qui vont pas pouvoir jouer. Donc ça veut dire que vous allez devoir refaire votre tableau. Donc moi, je vous conseille de le faire au niveau du tirage au sort, en tout cas. Et là, votre RC, à partir du moment où ton RC le prévoit, il n'y a pas de débat, hein. Ok. Il y a Laurent, je crois qu'elle a mal levé, je vois. Il l'a laissé au... Je sais pas, nous sommes 40, 47, 49, là, on en a qui ont quitté, je sais pas, on a été super complet, ou des remarques en fait, ou des choses que vous souhaitez. Moi, j'aimerais aussi de votre part, aussi bien les JA que les GO, et notamment les GO, parce que je trouve que vous êtes un peu les parents pauvres de la filière. Vous êtes une filière à vous-même pour des besoins, faire remonter des choses que vous souhaiteriez qu'on vous aide, ou des infos, ou voilà. C'est Ouais, aussi un espace d'un moment d'échange, là. Quels seraient vos alors moi, besoins? Ouais, Gilles. j'ai une question. Ça concerne ton règlement complémentaire que vous avez fait avec un fichier Excel. Oui. Voilà. Si je me trompe pas, ou s'il y a une éternité que j'ai pas regardé cet élément, c'est que le règlement complémentaire, il doit être affiché dans le tournoi. C'est toujours d'actualité? Bah, ça dépend. Tu peux afficher le QR code, par exemple. Tu n'es pas obligé d'afficher le. Moi, je l'affiche plus, hein. Moi, sur les compétitions sur lesquelles j'officie, j'imprime la page de QR code dans lequel il y a aussi le QR code du RC. Alors, si je pose la question, c'est Mmh. que j'en ai trouvé un, Mmh. il tient sur une page, Ouais. donc résultat des courses, tout le texte, il faut sortir un microscope pour pouvoir lire ce qu'il y a écrit. Et si tu affiches ça dans la salle, bah, tu es content, quoi. Bah, pas sur un tournoi vétéran. Ah, à cause des lunettes? Tu mets le QR code, tu te fais pas chier. Ouais. Moi, je mets des Voilà. QR codes, hein. Et Ok. c'est tout. Pour répondre à la question de Gilles, là, le module RC, justement, je l'ai retravaillé à fond parce que la première version, nous, c'est pareil, sur la validation des déclats Ouais. Puna, il était juste illisible, en fait. Moi, j'ai travaillé à partir de Google Sheets. Pas besoin justement d'avoir la version Excel, etc. Et normalement, quand vous le téléchargez en version PDF depuis Google Sheets, au niveau des marges, normalement tout est OK. J'ai dû tout mettre en gras et j'augmente un peu les polices de caractère de façon à ce que le texte soit centré justement sur la page et lisible, tout simplement. Donc là, normalement, que la nouvelle version que vous aurez, il y aura peut-être juste une correction à faire au niveau du vocabulaire sur CPPH et puis cote, mais il sera beaucoup plus lisible et beaucoup plus visible si vous avez besoin de l'imprimer, que ce soit en version informatique ou papier, quoi. Ok. Merci. Donc, voilà, n'hésitez pas, avez-vous des choses à nous faire remonter? Nous, on a, voilà, moi, les points positifs, les axes d'amélioration, c'est ce qu'on a pu constater cette saison. Mais voilà, vous avez peut-être eu des points, des problèmes ou des questionnements auxquels vous n'avez pas forcément eu de réponse. Et moi, je voudrais vous préciser une chose dans la lignée de ce que vient de dire Sophie. La clotte n'est pas là pour sanctionner quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter si vous avez la moindre interrogation, le moindre problème que ce soit. N'hésitez pas. On regardera, on essaiera de vous aider. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci, hein, on est là pour ça. Je pense aux GO aux GO ou GA qui ont moins d'expérience. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous référer soit à d'autres GA de votre secteur, soit à la clotte. Il n'y a pas de souci. On essaye d'assurer le SAV des formations qu'on distille. A priori, on a l'air d'avoir été super complet, non?
Bah, en général, quand il n'y a pas de questions, c'est où on était très clair ou pas du tout. Hein. Moi, j'avais une question. Je suis Ah, toujours le casquet de vas-y. service, hein, je l'admets. Vas-y. J'ai le PowerPoint que vous avez utilisé devant les yeux, que j'ai téléchargé, puisque vous l'avez envoyé par mail. Il y a des pages après la fin. Oui, Il en reste 6 ou 7. c'était celle de l'année dernière que j'estimais pas pertinente pour la présentation de cette année. Ah, d'accord. Ok. J'ai essayé de faire court, tu vois, parce que le but c'était de faire en 2 heures à peu près le tour du propriétaire. Voilà. D'accord. C'est pour ça. Après, peut-être que t'es pas. Voilà. Non, mais pas j'ai d'accord. regardé, c'est intéressant. Hein. Il y a des Mais je trucs les qui étaient garde. intéressants. Je ne veux pas les supprimer. Voilà. Non, mais surtout tout ce qui est, par exemple, comme disait JP, tout ce qui est historique. Le Oui. truc historique, où il se trouve, ben, tu vois la page, tu as un exemple. tu vois. Je renverrai le support complet à tous les géos et les JA, de toute façon. Je renverrai tout le PowerPoint de Tu l'avais déjà présentation. envoyé? Non? Non, toi, tu l'as reçu parce que tu es membre de la clotte. Ah, excuse-moi, j'ai cru que j'ai pas fait gaffe au destinataire du mail. Pas de souci. Pas de souci. Non, non, je l'enverrai après. Et oui, effectivement, après, voilà, j'ai essayé de, de cadrer notre présentation, quoi. D'accord. Merci. De rien. Ouais, bah écoutez, je ne sais C'est pas. 22 heures. Ouais, alors est-ce que je peux demander, je peux libérer les gens, est-ce que je peux demander aux gens de la clotte de rester 10 minutes de plus, Oui, bien sûr. s'il vous plaît? Pas de problème. Je salue tous les Bientôt géants à et tout GA présents. le Je pense monde. qu'on a battu un record avec 49, je crois. J'ai vu 49 au maximum. J'ai même vu Donc je 50. vous remercie et puis ben, à bientôt sur les terrains ou aux tables de marque et aux buvettes, avec modération bien sûr, mais... Bonne saison à tous.